Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet consacré au Togo, introduction du vaccin contre le papillomavirus dans la vaccination de routine au Togo. Le Togo a lancé la vaccination contre le cancer du col de l'utérus fin novembre, du 27 novembre au 1er décembre, destiné aux jeunes filles surtout de 9 à 14 ans pour les prévenir contre le cancer du col de l'utérus, qui est classé au Togo comme le deuxième cancer le plus meurtrier des femmes au Togo. Selon les chiffres donnés par le ministère de la Santé, ce cancer fait 500 sur 594 cas dénombrés, environ 417 décès. Donc, vous voyez le taux de létalité de ce type de cancer. Et donc, le pays a envisagé, ou bien il lance donc la vaccination contre ces cancers. Chose de plus, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus ou le papillomavirus qui est responsable de ce cancer-là vient d'intégrer la liste des vaccinations de routine lancée par le Togo. Je commence par vous, Rodrigue Aego. Mais à partir du moment où on n'a aucun choix, on est fabricant de rien, on est constamment consommateur, tout ce qu'on nous prépare, on consomme. Donc, on n'a aucun choix et je pense que c'est la chose la mieux à faire, donc à intégrer donc, ce vaccin dans le protocole pour pouvoir contribuer à atténuer le taux de propension donc de ce type de cancer. Mais moi, j'aurais préféré, l'idéal a été ce qui a été fait un peu dans le cadre de l'opération de riposte contre la pandémie à coronavirus. Nous savons que nous avons des enseignants-chercheurs en médecine au Togo. Nous avons des unités au niveau ou des laboratoires au niveau de l'université de Lomé. Et on peut, dans un premier temps, organiser un débat à partir du moment où le doute plane autour de la qualité, de l'efficacité et même de la pertinence de cette opération de vaccination. Je pense qu'on pouvait libérer les paroles, permettre à ces enseignants-chercheurs qui constituent l'élite aujourd'hui de faire un travail de vérification pour pouvoir sensibiliser les populations et permettre aux populations d'appréhender l'importance de cette opération qui va permettre de mettre les jeunes filles à l'abri. Je pense également qu'il faut, à travers le travail qui devrait être fait par les chercheurs, permettre à la cible d'avoir une idée des pratiques ou des comportements qui contribuent ou qui rendent vulnérables au cancer de col de l'utérus. Mais ce n'est pas fait. Et aujourd'hui, c'est un débat qui vient en plein cœur des différentes dénonciations et d'expositions des séquelles que les populations peuvent traîner à partir des vaccins anti-Covid qui ont été inoculés aux populations. Et vous voyez, quand vous suivez les réseaux sociaux, vous allez même sur les grands médias, c'est un débat ouvert aujourd'hui. Et on annonce pour certains des conséquences un peu plus, comment dirais-je, handicapantes, dramatiques. Alors, lorsque, au cœur de ces méli-mélos, il y a l'introduction d'un nouveau vaccin, on pouvait y mettre de la pédagogie et un peu de méthodologie. Justement, nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure parce qu'il y a la LCT qui a émis un avis sur la question. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, pour moi, on n'a pas le choix parce que c'est, comme je le dis, nous sommes constamment consommateurs et donc tout ce qu'on nous prépare, on mange. Voilà. Alors, Adam Adronou, le Togo intègre la vaccination contre le papillomavirus, le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Cette vaccination est intégrée à la vaccination de routine. Vous savez, à première vue, l'on a comme l'impression que ça a été bouée de sauvetage pour la population. Parce que vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans nos traditions, lorsqu'on parle de cancer, pris dans sa globalité, et c'est un sujet qui est craint dans nos populations parce que vous savez, le traitement est réservé à une
classe d'élite donnée. Et avec moins de chances de réussite aussi. Voilà. Et d'abord, avant de s'y aventurer, il faut véritablement rester dans ces cohortes-là et penser seulement à la sensibilisation où il n'y a que des journées roses. Je ne sais pas si c'est les mercredis ou les jeudis roses, qui ont été dans les moments privilégiés de sensibiliser donc la plupart de nos jeunes femmes et nos mamans, puisque en tout cas, on constate que tous les âges sont interpellés en ce qui concerne donc ce cancer-là. Mais aujourd'hui, l'introduire, je pense que Rodrigue l'a dit, et lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous constaterez que de toutes les façons, l'État lui-même devrait quand même s'y prendre autrement. Parce qu'on savait véritablement qu'il y aura fondamentalement des doutes, des réserves en ce qui concerne d'abord l'acceptation de ce vaccin-là. Pour ce que nous savons, parce que, vous en souvenez, comme je l'ai dit, lorsque nous remontons l'histoire, en tout cas, pour les esprits n'ont pas encore oublié ce qu'a été donc la COVID-19 dans nos États. Et cela est toujours là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est en cela que nous disons cette sensibilisation-là devait prendre en compte, en tout cas ces journées roses-là, qui annonçaient en réalité la venue d'un tel vaccin et prendre des mesures nécessaires en vue de préparer les esprits à son acceptation. Tel n'a pas été le cas et donc nous constatons qu'aujourd'hui, l'introduction de ce vaccin-là émet beaucoup de doutes et de réserves au sein des familles. Et je pense que c'est à juste titre. Personne ne peut dire le contraire. Mais de toutes les façons, pour certains, en tout cas dont je fais partie, je pense qu'on peut d'une manière, d'une autre, d'abord parler d'un bouée de sauvetage avant même de voir si en arrière-plan, on pourrait donc accepter en ce qui concerne aussi bien l'efficacité et comme vous l'avez dit, le second aspect que nous allons consacrer en ce qui concerne donc les réactions après avoir constaté dans nos familles ce qu'a été donc les premiers pas de ce vaccin-là. Mais tout au moins, je pense que le cancer, il faudrait véritablement donc le dissocier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle du sein, mais pour certains, lorsque vous prenez le cancer dont on parle aujourd'hui à plusieurs échelles. C'est vrai qu'on nous parle du cancer du col de l'utérus. Oui. Mais au même moment, je pense qu'il y a plusieurs types. Mais aujourd'hui, je pense qu'on concède cela, puisque nous ne sommes pas aussi des praticiens. Mais ce que nous savons, parce que nous fouillons également, on sait véritablement que lorsqu'on nous dit cancer du col de l'utérus, est-ce que c'est tous ces aspects-là du cancer que nous connaissons qui seront pris encore? Point d'interrogation. Mais je pense que la pédagogie dont a parlé Rodrigue doit être de mise. Alors, vous misez tous sur la pédagogie. Une situation peut-être que partage, ou bien point de vue que partage aussi la Ligue des consommateurs du Togo, qui avait réagi, cela pratiquement une semaine, ou un peu plus d'une semaine, sur la question, en émettant un avis un peu mitigé par rapport à l'introduction de cette vaccination, là, ou bien à l'organisation de cette vaccination au Togo. Ils ont sorti un communiqué. Là, nous allons peut-être lire un extrait pour pouvoir susciter vos réactions. En effet, la santé des enfants doit être une priorité pour tout gouvernement. C'est dans cette optique que le gouvernement souhaite immuniser les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Ceci étant, toute mesure médicale les concernant doit être prise avec la plus grande prudence et précaution. Si les vaccinations de masse sont importantes pour faire face à certaines maladies redoutables, il est tout de même important de s'assurer de son efficacité, de sa sécurité et de son adéquation à une tranche d'âge spécifique. Quelque part un peu plus loin, excusez-moi, le communiqué dit « Dans le souci de rassurer les populations, nous exigeons que des examens qui tiennent compte de l'innocuité et de l'efficacité de ce vaccin soient faits par vos services compétents et que les résultats soient publiés afin de permettre aux parents de prendre des décisions éclairées concernant la santé de leurs enfants. » Donc, c'est ce que disait la SCT du docteur Emmanuel Sogadi. Malheureusement, la vaccination a déjà pris fin, comme on l'a dit, le 1er décembre. Et le 4, ça a été intégré maintenant à la routine de vaccination au Togo. Donc, régulièrement, on organisera peut-être des opérations foraines de vaccination contre le papillomavirus. Mais voilà l'avis que donnait la LCT à l'époque, Rodrigue. Ben moi, je pense que c'est dans ce même ordre d'idées que nous nous situons. Comme je le dis, souvent,
j'ai lu des échanges de communiqués, notamment des communiqués entre le ministre en charge de la Santé et le ministre en charge de l'Éducation. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne donne pas de chance aux Togolais d'émettre un avis sur ce qu'on leur impose. Vous vous souvenez de l'époque lorsqu'on parlait de vaccins entre griffes périmées que les pays détruisaient, mais la sortie de notre Premier ministre à l'époque, ça a réveillé ou ça a monté le courroux de plusieurs citoyens, y compris moi-même, parce que quand on vous dit nous avons dépensé un prix fort pour acheter ces produits, donc il n'est pas question qu'on les détruise, qu'on va utiliser la force. Je crois que c'était un peu en substance les termes utilisés, alors qu'à l'époque on les appelait à aller avec pédagogie. Aujourd'hui, nous avons tous des postes téléviseurs à la maison. Il y a les réseaux sociaux auxquels les enfants ont accès. Et tous les débats aujourd'hui sur l'efficacité de la plupart des médecins, on parle même d'un procès gagné aux États-Unis par un citoyen à qui on a inoculé. De vaccination. Très bien. Et donc, quand vous prenez cet environnement médiatique-là, au sein duquel vous décidez d'introduire un vaccin, l'idéal, comme la LCT le dit, comme je l'ai mentionné un peu haut, on a des enseignants-chercheurs, on a d'éminents médecins au Togo, on peut les amener à s'interroger, à faire des recherches sur l'efficacité de ces vaccins. Ce sont des vaccins qui sont souvent je dirais, fabriqués dans des conditions qui ne tiennent pas compte de notre environnement à nous. Nous ne partageons pas les mêmes climats. Ce n'est pas le même environnement. Nous n'avons pas le même système ou le même régime alimentaire, par exemple. Et donc, ce qui convient aux gens d'un certain horizon, qui ont un certain système d'alimentation, qui ont un climat donné, qui ont un environnement propice, diffère de ce qui peut nous convenir à nous dans l'environnement au sein duquel nous vivons. Et donc, ça interpelle beaucoup plus pour que nos chercheurs soient mis à contribution. C'est en cela aussi que les citoyens pourront apprendre à faire confiance à ces chercheurs que nous avons et à pouvoir comprendre qu'ils sont là, ils font un travail. Je l'avais dit, en période de Covid, on a des informations. Il y a des enseignants-chercheurs du Togo ici qui ont trouvé des moyens pour soigner cette histoire de Covid-19. Qu'en avions-nous fait? Qu'en avions-nous fait? Je ne sais pas si Adam se souvient, il y a eu des pamphlets qui ont été distribués sur pratiquement tous les réseaux sociaux ou sur les plateformes où vous avez un système alimentaire qui est décliné, ce qu'on peut consommer, ce qu'on ne peut pas consommer, à quelle atmosphère il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'avions-nous fait de cela? Vous auriez aimé qu'on fasse la même chose pour ce papillomavirus? J'aurais aimé. Parce que le cancer de l'utérus ne tombe pas du ciel. Vous vous souvenez, quand on parlait de cancer de sein, on avait sensibilisé nos jeunes sœurs, et nos femmes et nos mamans à ne pas prendre des pièces, la monnaie, et mettre dans leur soutien-gorge, par exemple. On les a sensibilisés à nettoyer ou à se laver les mains avant de se débarrasser de leur soutien-gorge lorsqu'ils rentrent, par exemple. On les avait sensibilisés à ne pas rester 72 heures avec le même soutien-gorge, à pouvoir s'en débarrasser quelques heures après, lorsque peut-être on a une pause pour pouvoir peut-être se rafraîchir et les changer, etc., etc. Ici, on parle par exemple de cancer de l'utérus. Est-ce qu'on a du col de l'utérus? Est-ce qu'on a déjà dit à nos jeunes sœurs, à nos mamans, à nos femmes, d'où peuvent provenir ce genre de cancer? Ou de quoi peut-on être exposé? Quels sont les vecteurs qui rendent vulnérable cette partie génitale-là de la femme à ce virus? Est-ce qu'on en a déjà parlé? Est-ce qu'on leur a parlé déjà du slip qu'elles portent? Est-ce qu'on leur a parlé, par exemple, des garnitures qu'elles utilisent en période de menstruation, par exemple?
qu'est-ce qui est, est-ce qu'on a ramené le débat sur le plan local pour impliquer ces femmes-là afin qu'elles puissent aussi, dans le changement de comportement, peut-être avec le virus, peut-être avec le vaccin, qu'on puisse venir à bout de ce virus-là. Non, je dis non. C'est tout ce que moi je mets dans pédagogie. Je dis non. Ramenons le débat ici. Est-ce que ce virus tue chez nous? Oui. Combien de personnes? Non, ça ce sont des chiffres officiels. Mais les chiffres officiels, on fait foi aux chiffres officiels lorsque, parallèlement, il y a des organisations de la société civile ou d'autres structures qui sont associées et qui aussi disposent des chiffres, des données qui attestent ce qui est avancé. Parce qu'en matière de gouvernance, on sait que la plupart des projets, c'est pour notamment débloquer des fonds qui sont suspendus quelque part, etc. Et on fait vite de trouver des données pour aller vers ça. Pour aller vers ça. C'est pas trop caricatural aussi. Ce n'est pas trop caricatural. Ce n'est pas trop caricatural. Parce que pour moi, je ne dis pas que le cancer du col de l'utérus n'existe pas, non. Je ne dis pas que ça ne tue pas, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais qu'on ramène le débat au niveau de notre environnement pour permettre aux populations d'appréhender la dangerosité ou la gravité donc, de ce virus-là et prendre des dispositions idoines afin de remédier à cela. Okay. Parce que quand on nous dit, c'est un peu comme si on nous dit que c'est chez nous que le cancer de col de l'utérus tue. Ouais. C'est un peu comme le message qui passe. Et si je vous ramène à l'époque de coronavirus, la sortie du patron de l'OMS qui avait dit que l'Afrique devait pour l'Afrique, alors que l'Afrique est un continent qui a plutôt résisté positivement à ce virus. Et c'est en cela qu'il faut éviter de négliger l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise clairement que nous avons associé tant, nous avons fait tant, et nous sommes convenus à cette conclusion que c'est un vaccin qui convient à nos enfants. À partir de là, les parents vont sensibiliser leurs enfants, les parents vont adhérer à l'idée, et je pense que ce sera une opération réussie. Mais tel n'est pas le cas, et c'est bien dommage. Alors, c'est le manquement que vous avez trouvé. À votre niveau, je rappelle que la vaccination a été clôturée, mais juste que le processus est maintenant intégré à la vaccination de routine. Donc régulièrement, sûrement, on fera des opérations de vaccination contre le papillomavirus au Togo. Adam, bien avant qu'on lance l'opération, la LCT a alerté sur la situation. Je viens de lire des extraits du communiqué. Et puis plusieurs organisations aussi ont interpellé, des leaders d'opinion se sont prononcés. Vous, qu'est-ce que vous dites de ce qui a été fait et de ces positions prises par les uns et les autres? Vous savez, Rodrigue a parlé du choix qui n'est pas donné, en tout cas de pouvoir apprécier ce qui est émis comme vaccin au sein de la population. Moi, je dirais au-delà de ça, l'appréciation même, c'est moi, je dirais le choix, donner le choix même à la population de pouvoir adhérer ou pas. Justement parce que on s'offre pratiquement sur, de mon point de vue, sur la pauvreté de la population, parce qu'on dit voilà, c'est un vaccin qui est offert gratuitement, etc. Donc il faudrait quand même, allez-y, ceux qui veulent le font, ceux qui ne veulent pas ne le font pas. Moi je pense que c'est quand même une aberration. Puis aujourd'hui, voilà pourquoi on dit que, moi j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on prend la question éducative, c'est du domaine régalien de l'État. Puisque ici on a comme l'impression qu'on ne considère pas en réalité, en tout cas les élèves là, comme étant d'abord des élèves appartenant d'abord à l'État. Si tel est le cas, on doit quand même donner le choix d'appréciation de tout ce vaccin, tout ce qui le concourt. Et on en parlait tantôt, nous sortons... le choix d'appréciation aux élèves? Aux élèves, les parents d'abord. Les parents, puisque lorsque les parents, aujourd'hui, il y a certains parents qui ont dit, ils ont mis catégoriquement un avis contraire que voilà, mon enfant ne prend pas, ne va pas faire dans ce vaccin-là.
C'est justement parce qu'il y Ils ont a ce écouté des doute-là. informations. Il manque d'informations criardes, il n'y a pas eu de sensibilisation. Or, je parlais tout à l'heure qu'il y avait des organisations de la société civile qui prennent de leur temps, de leurs moyens pour sensibiliser la population lorsqu'il y a des moments spécifiques en ce qui concerne donc le corps de l'utérus, etc. Pourquoi un an avant ou quelques mois avant ne pas donner l'opportunité, puisque c'est le moment. Puisque l'essentiel, c'est de pouvoir convaincre. Le mois d'octobre. Oui, je sais, on a le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'était un mois juste après ou 2 mois après qu'on invoque dans le sujet. Ça voudrait dire, ça n'a pas été une précipitation. L'État savait pertinemment qu'il y aura un vaccin qui serait donc introduit au sein des vaccins conventionnels. Et donc, il fallait quand même profiter de ce moment-là, donner l'opportunité, donner les moyens à ces organisations de la société civile-là pour implémenter, sensibiliser la population, préparer les mentats à pouvoir donc accepter ce vaccin-là. Tel n'est pas le cas. Moi, je prenais un exemple tantôt pas loin où il y avait Toby Dagban qui parlait du diabète. Quelle a été donc la réaction première donc, du ministre de la Santé? C'est de l'interdire. Or, on nous a dit tantôt, lorsqu'il y avait Covid, on avait rassemblé, on avait même fait un appel aux gens de pouvoir venir implémenter ce qui peut donc permettre à la population d'être beaucoup plus résiliente. Et je pense qu'aujourd'hui, il l'a dit tantôt, nous ne fabriquons rien, donc pour nous, on reçoit tout ce qu'on nous donne, on dit oui, oui. Et je pense que lorsque nous remontons encore l'histoire, vous constaterez que les séquelles qu'a conduit donc la Covid-19 permettent de renforcer en tout cas ce positionnement-là de certaines familles à pouvoir douter de ce vaccin-là. Et donc pour revenir à l'aspect de Dagban, je le disais tantôt, pourquoi en réalité je pense que c'est une ingénuité. Au lieu d'interdire, pourquoi ne pas l'approcher? Si tel qu'on veut véritablement faire émerger des talents, des gens qui ont des choses. Et lui, il a donné des exemples, plein d'exemples. Il a fait une conférence de presse en donnant des exemples à ceux qu'il a eu à véritablement donc soigner. Pourquoi ne pas l'approcher si tel qu'on veut véritablement sortir de ce conventionnel-là? Il faudrait fondamentalement qu'on ait des crises pour appeler à des ingénuités. C'est quand même dommage. Voilà pourquoi je me dis, lorsque nous faisons ces rapprochements-là, on s'en fout pas mal des ingéniosités de la population où il y a des gens qui véritablement peuvent vous démontrer par A plus B que ce vaccin-là est inefficace de son point de vue. De toutes les façons, parce qu'ils ont fait des grands films, ils ont fait des choses. Donc je pense qu'il appartient à l'État de ne pas surfer sur en tout cas la pauvreté de la population en disant voilà, cela vous est offert gratuitement et donc celui qui veut va prendre, celui qui ne veut pas prendre. L'essentiel, c'est de prouver véritablement qu'on est en face de quelque chose d'efficace et de permettre à ce que toute la population, puis donc, et n'oubliez pas sur les réseaux sociaux ce qui est dit aujourd'hui, c'est véritablement, on nous dit voilà des vaccins qui sont venus, il y a beaucoup de préjugés qui sont faits sur le sujet et cela doit interpeller le gouvernement. Et je pense que la LCT et d'autres organisations devaient faire davantage en poussant le gouvernement et même si ce vaccin-là est terminé, ça continue. Et lorsque vous parlez des faits, il y a eu des effets qui sont annoncés. On nous a dit voilà le corps qui fera chaud pour certains, etc. Des choses qui sont dites. Ça a été dit en amont, mais au même moment, nous ne s'en vont pas en amont au-delà de ces aspects physiologiques que nous avons. On peut avoir d'autres conséquences et maintenant qui sera donc l'auteur à indexer. C'est justement au niveau de la médecine, nous, pays pauvres, nous n'avons pas le choix de pouvoir indexer lorsque vous constatez qu'il y a vraiment une maladresse en ce qui concerne les soins qu'on voulait. Donc, vous n'avez pas de choix. En Europe, ça existe. Vous pouvez porter plainte parce que vous avez constaté des maladresses. Nous n'avons pas ce choix-là. Il faudrait que l'État nous rassure. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Rassurer la population pour savoir que le choix que vous faites pour ce vaccin-là est un choix qui va dans l'intérêt de la population. Tel n'est pas le cas. Donc, moi, je me dis, la ACT ne doit pas s'arrêter à ce communiqué. Même si ça a terminé, il y a eu des enfants qui ont été donc pris en charge, vaccinés. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse forcer la main à l'État de pouvoir rassurer. Parce que ça a été introduit. Et ça voudrait dire, à l'avenir, on aura encore des vaccins. Donc, permettre à l'État de pouvoir rassurer la population que nous sommes en face d'un vaccin efficace. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table pour recevoir vos réactions sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, Rodrigue.
Ben, sujet de mon choix, je lancerai un appel plutôt concernant le processus électoral qui est enclenché avec le travail d'expertise fait par l'OIF, etc. Et je lancerai un appel plutôt à l'endroit, je dirais, des autorités togolaises, que nous sommes dans un pays où la Constitution confère l'égalité, donc à nous qui sommes citoyens. Il ne sera pas question que 65, je donne un exemple, hein, je ne dis pas que ce sont des chiffres vrais, que 65 000 ou 65 000 Togolais, par exemple, donnent leur voix pour un siège à Kara, par exemple, et qu'à Lomé, ce soit 240 000 voix pour élire un député. Je dis ça, ça participe à la culture de l'inégalité. J'ai donné l'exemple de la France la dernière fois. Peu importe la circonscription électorale, si un siège équivaut à Louisiane à 125 000, si un siège équivaut à 125 000 voix, c'est qu'à Paris, c'est aussi 125 000 voix pour un siège. Donc, nous devons bannir les inégalités de toutes les approches parce que nous prônons la cohésion sociale et nous décrétons la paix, PAIX. Donc, il faudra que nous adoptions des comportements qui vont nous permettre d'aller vers là, éviter l'exclusion. Il faut déverrouiller l'espace civique pour permettre aux organisations de la société civile que nous sommes, sans discrimination aucune, de faire notre travail. Nous ne sommes pas nuisibles pour la société togolaise. Nous sommes des acteurs qui réfléchissent et qui font des contributions pour construire un pays véritable de paix et de cohésion sociale. Pas la paix décrétée, ni de cohésion sociale décrétée. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aïgo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Je vais terminer avec vous, Adam Adjonou. Oui, parlant donc de ces valeurs-là que Rodrigue vient de citer, moi je vais plutôt les aborder sur un autre aspect. Ce sont des valeurs réellement sur une question qui m'est aujourd'hui préoccupante. C'est la question des concours que l'État a lancés depuis des lustres et non proclamés. Or, à la veille de ces élections-là et de ces concours-là, puis bon, c'est la question électorale qui vient, permettez-moi pour le lapsus, on essaie d'évoquer des questions où, pendant que vous prenez le ministre de la fonction publique qui dit, il y a plus de 10 ans, il y a eu des effectifs manquants. Et donc, parlant de cette exclusion-là, puisque au même moment, ces concours-là sont restés non proclamés. On ne comprend pas pourquoi. Mais au même moment, il y a des contrats, on nous dit, il y a des contractuels dans les administrations publiques, etc. Et ça crée des frustrations compte tenu de l'exclusion. Parce que, de toutes les façons, c'est une question d'exclusion. Puisque lorsqu'on parle de contractuels, il n'y a pas d'appel à candidature pour appeler des gens à venir. On prend des gens par affinité. Donc, je pense que pour éviter l'exclusion, toutes ces valeurs-là que Rodrigue vient de signaler, il est très important à l'État de pouvoir faire en sorte que de proclamer ces concours-là. Sinon, on parlera du favoritisme, on peut acculer l'État de tous les maux, et je pense que c'est à justice. Il faudrait véritablement que, voilà, nous sommes à la veille, je pense que, d'un nouveau budget. Il faudrait quand même que ces budgets-là prennent en compte, qu'on puisse proclamer ces multiples concours-là. Il en fait beaucoup au niveau de l'enseignement, il en fait beaucoup au niveau de l'armée. Mais si vous organisez des concours au niveau de l'administration, il faut les proclamer. Il faut les proclamer pour éviter l'exclusion et toutes ces valeurs-là dont parle Rodrigue. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.